La dernière victoire de l'écurie officielle Ferrari sur ses terres en championnat du monde d'endurance remontée à 1973. Ferrari AF Corse a mis le week-end dernier fin à cette disette avec le succès de la Ferrari numéro 51 de Antonio Giovinazzi, James Calado et Alessandro Pierguidi au terme des 6 heures d'Imola. 6 heures d'Imola qui constituait la deuxième manche du championnat du monde d'endurance 2025. Une épreuve sur laquelle nous allons revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil. Pour cela, je serai avec Thibaut Villemont qui était sur place et Laurent Mercier qui nous a rejoint pour débattre et débriefer de cette seconde manche 2025. Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Ferrari s'est donc imposé sur ses terres à Imola le week-end dernier sur l'autodromo Enzo et Dino Ferrari. Un succès qui met donc fin, comme je le disais en introduction, à une longue disette pour la marque italienne qui a su briller devant ses fans un an après ce qu'on peut qualifier, Thibaut, tu me corrigeras, mais d'une débâcle l'an dernier à Imola au niveau stratégique. Alors que Ferrari avait potentiellement la main sur la course, mais cette année, les 499P sont allés au bout. Une victoire qui fait suite à celle déjà décrochée au Qatar en ouverture et qui place Ferrari sur de bons rails pour un des objectifs, Thibaut, avoués du clan italien cette saison, le titre mondial. Alors est-ce que cette victoire de Ferrari déjà est logique au vu du déroulé du week-end et est-ce qu'on suit vraiment ce dogme italien du titre mondial en 2025 ? Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Oui, tout d'abord, pour répondre à ta première question, oui, la victoire est logique au vu de ce qu'on a pu voir durant la semaine, au vu du tableau de BOP qui avait été érigé quelques jours plus tôt. Ferrari a fait un triplé au Qatar. Là, on s'attendait honnêtement presque à ce qu'ils en refassent un. On verra après pourquoi ils n'ont pas réussi. Mais dès les premiers essais libres et notamment la deuxième séance où on a pu voir un petit peu leur performance sur les longs relais où ils semblaient avoir 6 dixièmes par tour d'avance sur la concurrence, on s'attendait clairement, il n'y a aucune équipe qui espérait rivaliser avec les Italiens le dimanche et c'est exactement ce qui s'est passé. Après, oui, Ferrari veut un titre de champion du monde d'endurance. Maintenant, c'est pas pour ça que ça devient plus important que les 24 heures du Mans. C'est issu d'une saison qu'on voit qui sont les meilleurs. C'est pas sur une seule course. Ce serait intéressant de voir la suite. Maintenant, c'était un petit peu un cavalier seul hein, quand même sur leur sol. Mais en revanche, tu as bien fait de noter que ça lave un peu l'affront de la débâcle de 2024 où quand la pluie était tombée, c'était complètement fourvoyé dans leur stratégie. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Thibaut, on a vu la numéro 51, lauréate, qui a clairement dominé toute la course. Là, est-ce que le seul bémol à cette domination, ça a été les dernières interventions de la voiture de sécurité qui ont peut-être un petit peu redistribué les cartes ou vraiment ça n'a pas fondamentalement changé la donne pour la voiture ? Disons que ça a remis un petit peu de suspense parce qu'il y a des concurrents qui ont tenté des coups en matière de stratégie. On pense notamment à BM, on pense à Alpine. La 51, globalement, elle a dominé toute la semaine, vraiment. Et d'ailleurs, voilà, BOP ou pas, concurrence ou pas, chapeau au trio et à l'équipe parce qu'ils ont fait un travail impeccable. Antonio Giovinazzi est toujours aussi redoutable sur cette piste. Ils ont quand même donné la sensation de maîtriser les débats, de contrôler la situation. Je les ai jamais vraiment sentis menacés. Ils ont maîtrisé leur sujet de bout en bout avec une voiture très supérieure à la concurrence. En revanche, Thibaut, la numéro 50, elle n'a pas eu la même réussite. Déjà en qualification, ça a été un petit peu compliqué pour Antonio Focco qui n'a pas respecté les limites de la piste et qui a été sanctionné en conséquence. Et en fin de course, si l'Italien qu'on sait toujours très offensif a tout tenté face à Sébastien Buemi et la Toyota, ça s'est mal terminé, donc avec une crevaison qui empêche cette voiture d'être bien plus haut dans la hiérarchie. Est-ce que même sans ça, tu penses que cette voiture aurait quand même pu, et avec peut-être des qualifications meilleures également, jouer avec la numéro 51 sur l'ensemble de la course ? Mais surtout avec des qualifications meilleures. Pour moi, honnêtement, le grand perdant de ce week-end, c'est clairement Antonio Focco. Quand vous avez une voiture qui domine autant, je vais dire, Antonio Giovinazzi, il a mis une seconde à quasiment tout le monde en qualif. Enfin, je ne parle pas de la Ferrari numéro 83. Mais globalement, Ferrari a mis une seconde à tout le monde. Il y a Dries Vanthoor qui a réussi à se mettre à 9 dixièmes. On sait à quel point le Belge excelle dans l'exercice du tour lancé. Sinon, tout le monde est à une seconde. C'est du jamais vu depuis l'arrivée de Ferrari en championnat du monde, depuis début 2023. Qualification, Antonio Focco, il se fait avoir 3 fois par les track limites.
il y a 4 tours annulés parce qu'il y en a un où il coupe dans le dernier virage, donc ça annule le tour précédent et le tour suivant. Mais quand vous avez une telle marge, pourquoi vous jouez? Enfin, je comprends pas très bien, je comprends pas ça, en fait. Quand vous avez une seconde de marge, ça sert à rien de jouer, assurer la qualification en hyperpole, et surtout sur un circuit comme Imola. C'est encore une fois, combien de dépassements en piste on a vu dimanche dernier et même l'an passé. C'est un circuit qui est super étroit, où c'est très dur de doubler. On a un règlement BOP qui nivelle les performances des autos. La place sur la grille, en fait, avant on disait qu'en endurance ça ne servait à rien. Aujourd'hui, elle est primordiale. Elle est primordiale parce que c'est de plus en plus compliqué de se doubler et encore plus à Imola. Donc derrière, malgré une voiture qui était clairement dominatrice, c'était un petit peu le point d'intérêt principal de ce début de course, c'était voir comment Niklas Nielsen arriverait à remonter depuis la 10e place. Et on a vu que c'était compliqué. Et en fin de course, Antonio Foucault se retrouve en duel avec Sébastien Buemi et il n'a jamais réussi à passer alors qu'il avait une voiture qui était plus rapide en vitesse de pointe, il avait une voiture qui était plus rapide sur tous les plans du jeu. Buemi a été exemplaire. D'ailleurs, Anthony Davidson l'a bien mentionné sur le signal international. Il a vraiment été incroyable en défendant tout ce qu'il fallait tout en restant excessivement correct. Au bout d'un moment, Antonio Foucault a craqué. Il l'a tapé. Il fallait voir l'arrière de la Toyota en fin de course avec un extracteur, un bloc carrière, tout ça qui était bien abîmé. Mais oui, globalement, de toute façon, la numéro 50 a perdu son podium le samedi en qualification. Qualification, tu le mentionnais, les Ferrari ont largement dominé la concurrence. Euh, Comment on explique aussi cette domination autrement que par la BOP? On sait que la BOP faite par la CO et la FIA a pour but de rapprocher les performances, c'est une sorte de convergence, hein, c'est un petit peu le leitmotiv. Là, on a vu quand même des écarts à plus de 9 dixièmes, presque une seconde. Est-ce qu'on était dans ce domaine de la convergence ce week-end, à ton avis? Bah, quand tu me poses la question autrement que la BOP, c'est un peu compliqué, hein, parce que je veux bien croire que on apprend le package, on apprend à l'exploiter, plus encore Ferrari qui a un nouveau package sur lequel on ne reviendra pas depuis les 6 heures de Sao Paulo. Je veux bien, mais là, cette année, le principe de la BOP, c'est justement une convergence à 100%. Ça veut dire que certes, on n'est que dans la théorie, hein, mais toutes les voitures sont censées être en mesure de faire les mêmes temps autour. Et en fait, on a vu à Imola des écarts qu'on n'avait jamais vus par le passé. Ferrari a fait du bon boulot, hein, je ne dis pas ça, mais derrière, c'est sûr que quand on voit les chiffres de BOP, qu'on les compare à ceux de Imola 2024, où déjà Ferrari avait été très dominateur, on n'oublie pas qu'ils avaient fait 1, 2, 3 en qualification, et ils se dirigeaient vers un triplé avant encore une fois, de se rater en stratégie sous la pluie. Et quand aussi on peut les comparer, même si c'est des circuits différents, à ce qu'on a vu au Qatar, globalement, je reconnais qu'arrivé à Imola, tous les concurrents nous ont dit il y a Ferrari et le reste du monde. Et d'ailleurs, c'est un petit peu frustrant parce que quand on regarde ce qui s'est passé derrière Ferrari, ça a été très serré entre les autres. On a eu une très belle bataille. C'était vraiment, on a pu le voir en qualif, on a pu le voir en course, c'était très serré, notamment entre BM, Toyota, Alpine. Là, c'était serré. Mais voilà, Ferrari était dans un autre monde. Donc, comment l'expliquer? Moi, j'ai du mal à l'expliquer autrement que par la BOP. Les voitures sont les mêmes, les pilotes sont les mêmes, les équipes sont les mêmes. En revanche, on a un système de BOP qui coule sur les 3 dernières manches à date. Donc là, pour Imola, c'était les 6 heures de Fuji 2024. Ferrari avait été nulle part. Bahreïn 2024, Ferrari avait été nulle part. Et le Qatar, où Ferrari avait brillé. Donc il y a encore dans cette BOP 2 courses où Ferrari est passé complètement à côté. Donc en fait, oui, ce début de saison, en fait, Ferrari le domine aussi grâce à ce nouveau système de BOP qui s'écoule, en fait, qui s'appuie sur les datas des 3 dernières manches et qui font qu'en fait, la fin de saison 2024 de Ferrari, il ne faut pas l'oublier, a été catastrophique. Ferrari, en fait, leur fin de saison 2024 Conditionne leur en permet de fait, faire conditionne ce exactement début en fait. leur permet de faire un bon début de saison 2025. Au final, on se retrouve quand même avec un classement constructeur archi dominé par Ferrari, même si la très bonne course de BMW et que surtout le fait que la 50 soit passée à côté, ça relance un petit peu le débat. Et on a les 3 équipages Ferrari qui sont 1, 2, 3 au classement général pilote. C'est frustrant. C'est sûr que Porsche et Toyota, en fin de saison dernière, ils ont tout donné. Ils avaient un titre à jouer, ils ont tout donné. Ils se sont pas posé de questions. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en ce début de saison, ils payent le fait que leur bonne perf de la fin de saison 2024. Moi, je ne l'explique pas autrement. Même si, encore une fois, attention, Ferrari fait de très bons boulots et je tiens vraiment à insister là-dessus, la 51 a fait une semaine absolument impeccable en stratégie, les pilotes, tout ça, il n'y a rien à dire. Ils ont été très forts. Par contre, le constat qu'on peut faire, c'est que lors d'une saison où où la BOP a pour but une convergence à 100%, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, bah pour l'instant, on n'y est pas.
Il y a donc deux mondes, Thibaut, un petit peu sur cette course des 6 heures d'Imola. Derrière Ferrari, la Ferrari numéro 51, on le rappelle, lauréate. On retrouve BMW et Alpine. Thibaut, BMW et Alpine, ce sont les deux marques qui s'étaient illustrées en fin de saison dernière en décrochant des podiums. Et là, on a vu la BMW numéro 20 du BMW M Team WRT de René Rast, Robin Frings et Sheldon van der Linde et l'Alpine numéro 36 de Jules Gounon, Frédéric Makowiecki et Mick Schumacher se hisser sur le podium de cette deuxième manche de la saison. On va commencer par BMW. Thibaut, on en parle avec Laurent depuis plusieurs mois maintenant. Tout le monde attendait cette alliance BMW Team WRT. Est-ce que, au-delà de la BOP, encore une fois, est-ce que ça y est, la mayonnaise a enfin pris entre les deux entités, qu'on sent vraiment monter en puissance au fil des mois et des courses? Oui, pour commencer, effectivement, comme tu dis, par BMW, c'est un petit peu le constat que nous a dressé Vincent Voss après l'arrivée. L'année dernière, il y a eu des coups d'éclat à Imola, d'ailleurs, il faut le souligner. Il y a eu une deuxième place à Fuji, mais en fait, ça manquait beaucoup de constance. Là, on fait podium au Qatar, podium à Imola. Le premier des autres, comme on le disait, clairement, de toute façon, déjà, comme il nous disait, autant Vincent Voss qu'Andreas Ross ne s'attendaient pas à terminer sur le podium au vu de la domination des Ferrari. Et là, en fait, ils ont été impeccables. Ils ont été surtout comme tu disais, oui, la mayonnaise, on sent qu'elle prend, ça c'est clair, pour ne pas dire que ça y est, elle a pris. Et derrière, WRT au niveau opérationnel a été aussi bon à Imola que RLL a été mauvais à Long Beach. Là, honnêtement, il y a eu des faits de course, c'était la 15 qui était la plus en vue, la fameuse voiture de Dries Vanthoor. Et au final, en fin de course, il a fallu se creuser les méninges à cause des interventions de la voiture de sécurité pour faire des paris stratégiques. Et là, ils ont fait un pari stratégique avec la 20 et ça a payé. Et au final, c'est la 20 qui termine deuxième. C'est bien d'ailleurs, je suis assez content pour l'équipage de la 20 parce que jusque-là, c'est surtout la voiture sœur qui s'était mise en évidence. On a un peu tendance à dire qu'il y a Ferrari, Porsche, Toyota, c'est un petit peu les trois mastodontes, les trois références qui seront dures à battre. Et au vu de la fin de saison dernière, on attendait BM, on attendait Alpine, et là ils commencent à répondre, ils commencent tous les deux à répondre présent. Cadillac, Jota, on y reviendra après. Mais ouais, c'est très intéressant, honnêtement, ce qu'on voit avec BMW et WRT depuis deux courses, en dehors du fait que la M hybride V8 progresse, et notamment grâce au Joker utilisé durant l'hiver, où ils ont changé de fournisseur de freins. On sait que c'était le gros défaut de cette voiture. Alors, ça n'apporte rien en performance intrinsèque, mais forcément, les pilotes sont beaucoup plus en confiance, et donc ils peuvent davantage tirer la quintessence de leur monture. Et ça donne ça. Ça donne ça. Honnêtement, ils sont allés la chercher, cette deuxième place, et bravo à eux. Thibaut, on a vu aussi Alpine dans le bon wagon, en qualification, Mick Schumacher qui s'était glissé juste dans le sillage des Toyota. On rappelle que les Toyota étaient quatrième et cinquième pardon, sur la grille. Est-ce que là, cette fois aussi, Alpine commence à bien comprendre son package? On voit aussi que il fallait intégrer le nouveau venu, Frédéric Makowiecki. Bon, l'intégration, elle est d'ores et déjà faite. On sait l'expérience et tout ce que peut amener Fred Makowiecki dans une équipe. Et est-ce que ce résultat, c'est aussi en partie les premiers signes de ce que peut apporter l'ancien pilote Porsche dans l'équipe alpine? Il y a contribué, bien évidemment. Je trouve que la perf d'Alpine, elle est encore plus significative que la perf de BM parce que l'Alpine, l'année dernière à Imola, elle était nulle part. Ça a été sa pire prestation. Il faut savoir qu'Imola, c'est un circuit qui est assez particulier. Il faut se servir des vibreurs pour tourner. Pour ça, il faut avoir une voiture pour tout ce qui concerne la liaison au sol qui est très au point. Et je vous parle même pas du power management parce que forcément, quand vous commencez à décoller les roues, c'est là où vous pouvez avoir un surplus de puissance et être pénalisé. Sur ces deux secteurs, Alpine a énormément travaillé. Énormément. Ils sont passés au Seven Ring Post à plusieurs reprises et tout ça, ce qu'ils n'avaient pas pu faire l'année dernière. Et là, en fait, vraiment, le bon point pour Alpine, c'est qu'ils ont réussi à faire un podium sur un circuit qui leur avait été vraiment pas favorable l'année dernière. Donc ça, c'est très encourageant. Après, le deuxième truc qui est encourageant pour Alpine, c'est que ils n'ont pas fait ils ont pas fait la course parfaite en fait. Donc le début de course, ça a été assez chaotique. Ils se sont un petit peu ratés sur plusieurs choses, notamment la pression de pneus. Va aussi falloir se calmer un peu au départ parce que le contact au premier tour, il Pas était peut-être pas nécessaire, nécessaire. hein, on est d'accord. Voilà. On sait que des fois, faire Habsburg est un petit peu chaud au départ sur la numéro 35. Et d'autant plus Mais que c'est une voiture de la même équipe, hein. bah oui, c'est ça. Donc, bien évidemment. Après, j'ai envie de dire, la perf de la voiture, on savait, je crois que les trois dernières courses de la saison 2024, ils font 4, 3 et 4. Donc bon, on savait qu'ils étaient là. Ce qui est encourageant, c'est encore une fois, c'est ce circuit qui leur avait pas été favorable et le fait qu'ils aient pas réalisé la course parfaite. En tout cas, les nouveaux se sont très bien intégrés. Il y a Fred,
Jules Gounon connaissait l'équipe, il était réserviste, il a fait quelques courses l'année dernière. Mick Schumacher a été égal à lui-même, il a été très bon. Là, la 35, ils ont eu quelques petits soucis. Il y a eu une pénalité pour Ferdinand Habsburg pour non-respect de la procédure de full course silo de mémoire. Et il y a eu ensuite un changement de bloc arrière pour des feux récalcitrants. Donc là-dessus, ils ont, sur un circuit comme Imola où la track position, elle est primordiale, comme on en parlait tout à l'heure avec Antonio Foucault, et la numéro 50. Bon, bah là, ça a été très préjudiciable. En tous les cas, et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, voilà, dernière relance, il fallait faire un coup stratégique. Et en fait, ils ont décidé de faire deux petits relais pour pouvoir permettre à Mick Schumacher de rouler léger et d'attaquer sans se poser de questions. Et là où il y en a beaucoup qui ont fait un gros relais et un tout petit relais, eux, ils ont préféré scinder ça en deux et ça leur a permis de gagner du terrain, d'attaquer. Et c'est en partie ça qui leur a permis de décrocher la troisième place. Et aussi, ils avaient été remis dans le game, il ne faut pas l'oublier, ils ont eu un petit coup de réussite, à savoir que sous le full course yellow, en fait, quand le full course yellow a été sifflé, l'Alpine numéro 36 était dans la voie des stands, donc ça a été du gain de temps bien évidemment gratuit, mais chapeau à Alpine et c'est très encourageant. On peut aussi voir que depuis Le Mans l'année dernière, les premières évos qui ont été faites à la suite des 24 heures du Mans et celle touchant le turbo qui a été faite durant l'hiver, les A424, elles n'ont pas de problème de fiabilité. Donc moi j'ai vraiment hâte de les voir aux 24 heures du Mans qui est censé être un circuit qui leur est favorable, hein. Paul Louchatin s'était hissé en hyperpole. Si la voiture est fiable, on se souvient que l'année dernière, ça avait été complexe, ça peut vraiment jouer, encore une fois, les outsiders, parce que je pense qu'il y en a trois encore qui vont être très durs à aller chercher. Parmi ces trois, Thibaut, Toyota Gazoo Racing. Le Toyota Gazoo Racing, on connaît leur capacité à être quasi parfait sur l'exploitation de la voiture et sur le déroulé d'une course. Sur ce meeting, Thibaut, ça n'a pas suffi, même si on a vu, tu le rappelais, hein, Sébastien Buemi auteur d'une défense parfaite face à Antonio Foucault. Est-ce que c'était le maximum que les GR010 hybrides pouvaient aller chercher sur ce meeting? On rappelle que la numéro 8 a été pénalisée d'un drive-through durant la course pour un excès une vitesse trop importante sous full course yellow. Mais est-ce que hormis ça, il y avait plus à aller chercher ou pas pour les voitures japonaises? Peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Tu parlais de course parfaite, comme tu viens de le dire, la course n'a pas été parfaite puisqu'il y a eu ce petit couac sur la 8. Encore une fois, la track position est importante, donc ça leur a fait perdre pas mal de temps. Et la numéro 7, ils n'ont pas eu de chance puisque quand il y a eu le full course yellow, ils étaient à court de carburant, donc ils ont dû rentrer au stand pour un emergency pit stop. Et ça leur a fait perdre du temps. Hélas, ça c'est pas une erreur, hein, c'est un coup de pas de bol. Vous pouvez pas choisir que le full course yellow arrive au moment où vous devez piter. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour eux. Donc ça a été préjudiciable. Ils ont tout tenté, une stratégie assez osée en fin de course, tout comme la numéro 50, en faisant justement, en fait, c'était très intelligent sur le papier, à savoir qu'en fait, au lieu de faire un long relais et un tout petit relais, comme l'ont fait la majorité de leurs concurrents, ils ont voulu faire le contraire. Et en fait, c'est tellement dur de doubler, on l'a vu et on va y revenir, que il faut avoir de l'air propre. Il faut être seul en piste. Et donc, en se décalant, ils ont décidé de s'écarter du peloton pour pouvoir aligner les chronos et gagner du temps et de la track position au moment où les autres rentreraient en piste. Hélas pour eux, ils n'ont pas eu de chance parce que la 50 a fait la même chose et donc au final ils se retrouvent en duel et en étant en duel, Sébastien Buemi et Antonio Foucault, bah forcément ils ont perdu un peu de temps. Comme le disait David Fleury après l'arrivée, Porsche et Toyota se battaient pour le titre en fin de saison dernière. Là ils sont en train de se battre entre la 6e et la 14e place alors que c'est la même voiture, les mêmes pilotes, les mêmes pneus, les mêmes équipes. Donc c'est un peu compliqué. Maintenant, qu'est-ce que je vous dise? Ils ont officiellement pas hâte de se plaindre de la BOP. La Toyota, c'est la voiture la plus lourde. La Toyota, c'est la voiture la moins puissante. Donc en plus, ils perdent en raceability. Ils n'arrivent pas à se défendre parce qu'ils ont une voiture au final qui est assez. Pataude. Voilà, c'est ça. Et comme elle est lourde et peu puissante, bah, c'est plus dur de s'extraire des virages. Elle n'a pas une bonne vitesse de pointe. Donc pour doubler, c'est compliqué. Pour se défendre, c'est compliqué. Et surtout, sur un circuit comme Imola. On a vu Sébastien Buemi qui a résisté de manière incroyable à Antonio Foucault. Par contre, fallait pas s'attendre à ce qu'il gagne des places sur la piste. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. J'ai regardé quand il est emmené dans les graviers par Antonio Foucault, Sébastien Buemi, il perd entre 3 et 4 secondes. Il termine à 2 secondes de la quatrième place. Alors bon, ils auraient peut-être pu terminer quatrième. S'ils auraient pu peut-être faire un petit peu mieux, mais pas beaucoup mieux. En tous les cas, c'est un petit peu le constat. Maintenant, voilà, on sait leur capacité à être constant, on sait tout ça et on le voit au niveau des moyennes, comme on l'a déjà dit, et c'est un petit peu aussi le cas
pour Porsche, sur qui on va venir sous peu. Ils payent aussi la bonne fin de saison 2024, notamment notamment à Bahreïn, vous avez été très fort, mais parce que aussi ils avaient une très bonne stratégie pneumatique. Ils vont être là comme ils sont toujours là. Le problème, c'est que l'avantage qu'est en train de prendre Ferrari au championnat, il est conséquent, et donc il va falloir voir comment ça se passe par la suite. Tu parlais, Thibaut, d'une marque qui avait brillé l'an dernier, Porsche évidemment, champion du monde pilote avec le trio Estre, Lotterer, Vanthoor. Cette année, c'est plus le ventre mou, on va l'appeler comme ça pour l'instant, pour les 963 officiels, la numéro 5 et la numéro 6, qui terminent 8e et 11e, qui encadrent notamment les Peugeot et les Cadillac sur lesquels nous reviendrons par la suite. Thibaut, le début de saison difficile de Porsche se poursuit. Est-ce que, là encore, il y a forcément une problématique BOP, mais est-ce qu'il y a d'autres explications dans le clan Porsche pour souligner ce qui manque pour l'instant à la 963? Un petit peu la même que Toyota. Après, en toute honnêteté, je m'attendais quand même pas à voir Porsche autant souffrir. Vraiment. Alors, certes, c'est pareil, sur le papier, c'est pas forcément le circuit qui leur va le mieux. Là où le Qatar, c'est censé être leur jardin, ça n'a pas marché pour diverses raisons. Mais je les attendais pas à les voir souffrir autant parce que, notamment par rapport au Qatar, on voit quand même un gros gap au niveau de la BOP, mais on sait à quel point ils avaient été dominateurs l'an dernier au Qatar. Mais je les attendais quand même pas autant en difficulté. Je les attendais pas autant en difficulté. Donc, C'est l'impression qui ressort des deux premières courses, en fait. oui, oui, après, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait d'erreurs particulières. Ils ont même réussi à un temps mener en deuxième partie d'épreuve parce que il y a un changement de pneus anticipé qui leur a fait gagner du temps avec les interventions de voitures de sécurité. Donc ils ont été, ça les a vraiment mis dans le game parce que ça a été un changement de pneus gratuit, non chronophage. Maintenant, voilà, j'ai pas la sensation qu'ils aient fait d'erreurs particulières. Donc c'est un petit peu, oui, c'est dur, c'est un peu la soupe à la grimace là chez Porsche. Donc les raisons que je vois, ce sont les mêmes que chez Toyota, alors qu'ils ont fait des évos durant l'hiver, notamment au niveau de la suspension avant, et c'est sur un circuit comme Imola que c'est censé se matérialiser. Et globalement, durant la semaine, quand on demandait aux pilotes ce qu'il en était, ils disaient on a été très en difficulté au Qatar, mais il y en a qui n'étaient pas forcément ravis. Alors, c'était pas le cas de tous, mais notamment Julien Glower nous a dit j'étais pas forcément ravi de la voiture que j'avais au Qatar. A contrario, ici, je suis bien dans la voiture. Et qui Vinesse nous confirmait que les petites évolutions apportées ici et là, il les sentait à Imola. Il sentait les bénéfices. C'est pas le jour et la nuit, hein, mais il sentait les bénéfices. Donc voilà, je m'attendais pas à voir Porsche se battre pour le podium, mais je m'attendais pas non plus à voir Porsche autant en difficulté. Oui, je veux bien qu'il y ait de la BOP, mais pour le coup, je pense qu'il n'y a pas que ça. Honnêtement, moi, Porsche, au niveau de la contre-performance, voilà, j'ai été un petit peu étonné. Donc voilà, c'est très dur de savoir. Nous, on est loin d'avoir toutes les informations, notamment au niveau de cette BOP, mais voilà, j'ai été un petit peu surpris, même si, encore une fois, je m'attendais pas à. Ouais, je peut-être dans le sillage des Toyota, à se battre avec les Toyota, mais là, ils ont été, hormis cet intermède en tête de course. Le seul truc, que peut-être, on peut éventuellement leur reprocher, mais ils ont peut-être leurs raisons, c'est de ne pas avoir tenté comme BM, comme Alpine, comme Toyota. Et BM, aurait été Alpine, Toyota, plus offensif, tu penses, sur la stratégie? bah, au niveau de la stratégie, c'est ça. BM et Alpine, ils ont été offensifs, ils ont gagné. Toyota l'a été. En tous les cas, ça les a pas desservis, mais ça les a peut-être pas autant servis qu'ils auraient espéré de par les raisons qu'on a expliquées avant avec le duel Sébastien Buemi, Antonio Foucault. Quand vous êtes en duel, vous perdez toujours un peu de temps par rapport à vos concurrents. Donc, ils ont peut-être pas pu tirer totalement profit de ce pari. Porsche, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait un pari particulier ou qu'ils aient tenté quoi que ce soit en fin de course. C'est peut-être ça qu'on peut peut-être un peu leur reprocher. Après, encore une fois, Spa devrait encore être un petit peu mieux puisque la BOP va se déplacer. Donc la BOP de Spa sera calculée sur le Bahreïn 2024, Qatar 2025 et Imola 2025. Donc là, encore une fois, en toute logique, la Ferrari être un petit peu ralentie puisque les deux premières courses de l'année lui ont été très favorables. On espère que Porsche sera de retour dans le game dès Spa. Mais en tous les cas, il n'y a pas eu, pour moi, de l'extérieur, en tous les cas, il n'y a pas eu de grosses erreurs commises. Après, c'est sûr que pour le grand public, c'est un petit peu compliqué. Ils excellent en IMSA, ils sont avec la même voiture, ils ont 3 victoires en autant de courses. Sans vouloir faire offense aux équipes de l'IMSA, on a vu à Long Beach, honnêtement, d'un point de vue opérationnel, c'est pas le même niveau. Je suis désolé. C'est un petit peu notre analyse, le titre de notre analyse de Long Beach. C'est est-ce que Porsche Penske est trop fort ou est-ce que les autres sont trop faibles? Et en parallèle, tu peux mettre l'exemple de BMW sur ce point, notamment, entre WC et RLL, évidemment. Et RLL, bien évidemment. J'espère qu'on reverra Porsche à son aise des Spa. Et un petit intermède sur la BOP, quand on parle des 3 courses et tout ça, Le Mans, c'est vraiment une BOP à part. Donc la BOP du Mans
justement ne sera pas basée sur les 3 premières courses de la saison. C'est une BOP qui est faite uniquement à partir de simulations. C'est une course trop spécifique sur bien des plans pour que la BOP soit basée sur les données engrangées sur les 3 premières manches. Et pour éviter, Thibaut, le sandbagging, une Ouais. pratique qui avait été bien connue il y a quelques temps. Thibaut, tu parlais de Spa où Jota avait empoché une victoire quelque peu historique l'an dernier, et on a l'impression que cette année, Jota, qui on rappelle est passé du clan Porsche au clan Cadillac en devenant l'équipe officielle du constructeur américain, en gérant le programme des V-Series.R, mais pour l'instant n'y arrive pas. C'est l'impression qu'on a eu un petit peu au Qatar. Est-ce que c'est un petit peu la même sensation sur ce week-end d'Imola, où il y a d'autres facteurs à prendre en compte? Le cas Cadillac Jota, ça me rappelle un petit peu le cas BMW WRT l'année dernière. Une super équipe, une voiture qui est plutôt bonne. On les attend peut-être trop beaux, trop tôt. Voilà. On reviendra pas sur Qatar. C'est ce qu'on dit dans un championnat comme ça où il y a que 8 courses. En fait, quand vous avez le niveau de perf, il faut scorer, hein, parce que sinon, vous êtes vite pénalisé. Ils s'attendaient pas forcément à briller à Imola. C'est pas forcément un circuit qui leur a réussi. Mais bon, moi, je les attendais quand même mieux. Et d'ailleurs, quand j'ai posé la question à Will Evans après l'arrivée, je lui ai dit, je vous attendais mieux. Il m'a regardé, il me fait, ah bon, parce que moi, pas du tout. Donc voilà, il s'avère qu'il avait raison. Pareil, hein, ils n'ont pas fait la course parfaite, hein. Il y a eu une pénalité pour chacune des deux autos, notamment une pour Earl Bamber, toujours aussi parfois agressif en piste. Il va falloir faire attention, ça va marcher. J'ai guère de doute, je n'ai guère de doute là-dessus. Ce sera intéressant de voir ce qu'il en est à Spa, mais voilà, je fais un petit peu le même constat que BMW, WRT l'année dernière. C'est peut-être qu'il ne fallait pas les attendre trop beaux, trop tôt. Il faut apprendre à se connaître. Il faut, même pour une équipe, hein, il faut savoir que la conception, la façon dont la V-Series R est faite, c'est très très différent de la Porsche. Donc il y a tout à revoir aussi dans les méthodes de travail. Faut juste leur laisser le temps. Mais voilà, l'équipe est bien, la voiture est bien, il y a pas de raison. Il sera temps de les juger au Mans. Parce qu'on a vu au Mans l'année dernière que la V-Series R était très bien. On sait à quel point Jota est fort au Mans et ils seront attendu au tournant. Donc, je pense que c'est vraiment là qu'il va falloir commencer à peut-être dresser un premier bilan. On rappelle, Thibaut, pour la numéro 12, un drive-through pour Will Stevens pour une vitesse au full course yellow. Et donc, tu le rappelais, Earl Bamber pénalisé. C'était un contact avec la Peugeot 93. Peugeot Cadillac qui se sont pas mal affrontés en piste, puisque dans le clan Peugeot, on a pris 10 secondes pour avoir forcé la numéro 38 hors de la piste. Thibaut, Peugeot, c'est encore là aussi, je parlais de ventre mou tout à l'heure. Peugeot termine encore dans le ventre mou, sauf quelques points avec la numéro 93. Est-ce qu'on se répète, Thibaut? Est-ce qu'on on est aux limites du projet et du programme 9x8? On avait le sourire samedi soir. Il y a quand même Jean Rivière qui a sorti un chrono en qualif extraordinaire. Voilà, il était même un Jean-Éric, voilà, encourageant, même Jean-Éric qui est toujours qui est assez cash, hein, dans ses explications, et c'est totalement louable d'ailleurs de sa part. C'est très sympa de voir des gens honnêtes qui ne cherchent pas d'excuses. Là, il était content. Donc oui, il disait, il nous en manque clairement par rapport aux autres. Par contre, au niveau opérationnel, dans l'équipe et tout, le boulot il est vraiment fait. Donc c'est vraiment ça qui est frustrant, c'est que aujourd'hui l'équipe Peugeot Sport au niveau opérationnel, honnêtement, moi ça me donne l'impression d'être l'une des meilleures. Hélas. La caisse, on peut changer les pneus, on peut mettre un aileron, ça avance pas. Donc il y a plusieurs raisons, et pourtant on peut pas parler de BOP, hein, parce que avec 1030 kg sur la balance et 520 kW, totalement contraire de la Toyota, c'est la plus légère et la plus puissante. Donc là-dessus, c'est quand même un peu compliqué. La BOP, on peut plus compter dessus, elle aide déjà trop. Donc il faut continuer à essayer de tirer plus de cette auto, sauf que pour l'instant, ils n'y arrivent pas forcément. Alors Olivier Anceloni maintient qu'ils sont pas arrivés au bout, qu'ils ont encore du potentiel à débloquer, là où il nous disait que la version précédente, ils en avaient vraiment tiré le maximum. Et là, il nous dit qu'il a encore du potentiel à débloquer là-dessus. Peugeot, je dirais pas que c'est un bon week-end, je dirais pas que c'est un mauvais week-end. De toute façon, il ne faut pas les attendre à avoir joué devant. En revanche, il y a deux choses positives, c'est la qualif, le comportement de l'équipe qui fait toujours le boulot dans la difficulté, hein, faut le dire, hein, c'est quand même dur de se motiver quand on a les résultats qui viennent pas. Et le dernier point positif, c'est que l'année dernière, ils se plaignaient à juste titre souvent de ne pas réussir à progresser sur un week-end. C'est-à-dire qu'ils arrivaient en essai libre 1, et en fait, c'était souvent presque en essai libre 1 qui faisait le meilleur chrono du week-end. Et ça, c'était quand même assez révélateur. Là, cette année, on voit qu'ils arrivent à trouver des solutions. Donc, ils arrivent en EL1, et en fait, tout au long du week-end, ils progressent. Ça, c'est déjà un bon point. Ils ont un tel déficit que ça ne les met pas devant, avec une grosse aide de la BOP. On peut même regarder au niveau des moyennes, au niveau des 60% des meilleurs tours en course, parce que maintenant, c'est aussi sur ça que se base la BOP.
Eh ben écoutez, la meilleure Peugeot, la 93, elle est devant la Cadillac. Elle est devant la Cadillac, elle est juste derrière la Porsche. Donc, certes, bien aidée par la BOP. Moi, j'ai envie de dire pour Peugeot, bah, au niveau des performances et de ce qu'on a pu voir par le passé, le week-end, il est pas catastrophique du tout. Voilà. Maintenant, c'est comme dit Jean-Éric Vergne, il est pas catastrophique, hein, certes, mais c'est clairement pas ce qu'il vise non plus. Thibaut, on va conclure le tour d'horizon de la catégorie Hypercar sur ces 6 heures d'Imola, la deuxième manche du championnat du monde d'endurance 2025 par Aston Martin Thor. 17e et 18e position pour les deux Valkyrie et leur fameux V12. Thibaut, on est à 4 tours. Est-ce qu'on est toujours dans cette fameuse phase d'apprentissage? Évidemment, tu vas me dire, mais est-ce qu'on n'est pas un peu loin quand même de la concurrence quand on regarde le classement général? Alors, pour répondre à la question à laquelle tu as répondu toi-même, oui, il y a encore beaucoup. Pour le coup, on parlait de la Peugeot, l'Aston Martin elle est encore toute neuve. Il y a encore un potentiel de dingue à développer. Ils en sont au tout début. Donc en fait, et j'espère peut-être une seconde sous le pied de cette voiture. Est-ce qu'elle y arrivera un jour? J'en ai aucune idée, hein. Il faut savoir que c'est quand même un business model qui est un petit peu, qui rappelle un petit peu celui de Lamborghini, à savoir que sans le financement d'un partenaire qui est l'équipe Art of Racing, le programme n'aurait pas vu le jour. Il y a divers facteurs qui expliquent ce gros déficit. C'est vrai que, voilà, pour reparler encore de la moyenne des meilleurs tours en course, parce que c'est ça qui est révélateur et c'est ça qui est encore une fois utilisé pour la BOP, Aston Martin, ils perdent 1 seconde 9 sur Ferrari et 1 seconde 2 sur le concurrent qui est juste devant et qui est Cadillac. C'est beaucoup trop, c'est énorme. Après, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Déjà, d'une, on sait à quel point aujourd'hui c'est un championnat qui ne se joue plus sur la puissance, qui ne se joue plus sur la conso. C'est un championnat de dynamique de véhicule et de gestion d'énergie. Et ça, déjà, globalement, on a vu que fallait, on en parlait tout à l'heure avec Alpine, il faut plusieurs mois avant de le comprendre. Ça, c'est évident. Euh, Exactement, voilà, exactement l'expérience des circuits et ce circuit d'Imola qui est quand même assez spécifique et qui est un peu une anomalie en fait dans la saison, hein. Quand tu regardes Assez oui, le dessin du tracé, les grosses fort. hypercars, entre guillemets, c'est vrai que c'est pas forcément leur terrain privilégié, c'est sûr. C'est un petit peu une exception. D'ailleurs, Alpine l'avait dit l'année dernière. Nous, on débute. Imola, on s'en est même pas préoccupé en préparant la saison. On s'en est pas préoccupé parce que c'est trop spécifique. Et après, le dernier point, la BOP. Ouais, désolé, encore la BOP. Mais en fait, encore une fois, le système de la BOP est basé sur les 3 dernières courses. Sauf que quand il y a un nouveau venu, la BOP ne peut pas compenser une absence de données, forcément. Donc, en fait, ce que la CO et la FIA font, c'est qu'ils se basent sur la meilleure voiture des 3 dernières courses. Vous imaginez? Ça veut dire qu'au final, ces 3 dernières courses de l'année, on peut se dire que peut-être c'est certainement, j'ai plus les chiffres en tête, Toyota qui avait été le plus fort au jeu des 60% des meilleurs tours en course, notamment à Fuji et à Bahreïn, et c'est Ferrari qui l'était au Qatar. Donc la BOP de la San Martin, là à Imola, elle était basée sur les perfs de la Toya Fuji, de la Toya Bahreïn et de la Ferrari au Qatar. Donc en fait, elle a la pire BOP possible sur le papier. Donc ça se matérialise pas dans les chiffres, hein, parce qu'il n'y a pas que moi, quand je parle de ça, excusez-moi, c'est un peu compliqué. Je parle de la compensation constructeur. Derrière, il y a aussi les paramètres d'homologation. Donc, sur le papier, ça ne se chiffre pas forcément. Mais regardez, le poids de la Aston Martin à Imola, c'est de 1051. Il faut savoir que le poids à Imola, c'est très, très, très préjudiciable. C'est un gros facteur. Et la Ferrari, elle est à 1045. La Aston Martin, elle embarque 6 kilos de plus que la Ferrari. Elle a un niveau de puissance en dessous de 150 km/h de 505 kW. La Ferrari a un niveau de puissance de 508 kW. Donc en fait, sur le papier, la BOP de l'Aston, elle est moins bonne que la BOP de la Ferrari, en plus d'être nouvelle. Et en plus voilà, et une équipe qui l'apprend. Oui, du manque Et d'expérience globale, hein, bien sûr. Bien sûr. moi, je ne veux pas taper sur Aston Martin parce que, honnêtement, il y a rien qui est fait pour les aider à briller. Mais attention, je ne blâme pas du tout les instances, hein, c'est normal, hein. On peut pas non plus, en même temps, on peut pas donner une BOP ultra favorable à un nouveau venu, c'est trop facile. Le problème se Donc, posera, Thibaut, quand Genesis, quand Ford, quand McLaren arriveront. voilà, et petite parenthèse, parce que certainement ça a brouillé un petit peu les pistes. Quand je vous dis qu'elle est basée aussi sur la BOP du Qatar, de la Ferrari, c'est parce que normalement ça aurait dû bien évidemment être la sienne. Sauf qu'avec les problèmes qu'ils ont eus, la l'ASO et la FIA ont estimé qu'ils n'avaient pas assez de tours significatifs leur permettant de dégager quel était le niveau de performance de la voiture. Donc, hélas, ils se sont aussi basés sur le meilleur. Donc, au mieux du mieux, la première BOP de l'Aston Martin qu'on aura et qui est 100% basée sur les performances de l'Aston Martin, ce sera Austin, puisque Le Mans n'est pas pris en compte dans la BOP. Si la CO et la FIA estiment que les données d'Imola, de Spa et de Sao Paulo sont significatives et donc peuvent être retenues pour Austin. Sinon, elle va toujours être balancée sur la meilleure. Et donc, encore une fois, j'espère, si là, j'ai pas la réponse aujourd'hui, et je pense que c'est le cas au vu de la course
relativement honnêtement, parce qu'il faut dire, hein, les voitures sont fiables, elles ont vu l'arrivée. Donc je pense que les performances enregistrées à Imola sont significatives. Et la BOP des 6 heures de Spa pour l'Aston Martin sera donc basée sur la BOP certainement de la Toyota de Bahreïn, je pense, les performances de Ferrari au Qatar et les performances de Ferrari et Imola, et les performances, pardon, d'Aston Martin et Imola. Voilà, j'espère, en espérant que le nombre de tours, je pense que là c'est le cas, sera significatif. Désolé, je suis un peu long dans mes explications. Thibaut, on est là pour ça, pour essayer d'éclairer nos auditeurs du mieux possible. Et du coup, Thibaut, je vais te faire une petite pause puisque nous allons attaquer le LMGT3 et Laurent Mercier qui nous écoute. Ah, il a posé aucune question, il est un peu trop silencieux à mon goût là. Si, j'ai des questions, les amis. Que tu as des questions sur l'hypercar, du coup. Bon, j'ai écouté, mais j'étais pas sur place. De deux, j'ai pas suivi la course en intégralité. Mais c'est toujours intéressant de suivre, de suivre une course avec des gens qui connaissent un peu le sport auto, mais qui sont pas des férus et qui sont pas des lecteurs, on va dire, assidus d'Endurance Info, malheureusement, quotidiennement. Mais des gens qui regardent, qui sont passionnés, ouais, passionnés d'endurance, qui regardent, qui voient qu'il y a beaucoup de constructeurs, qui voient qu'on en parle beaucoup. Et c'est toujours intéressant d'écouter un peu leur point de vue. D'une, c'est quand même assez facile à regarder parce que c'est diffusé gratuitement. Et de deux, ce qui est intéressant, c'est par rapport aux questions, parce qu'évidemment, tout le monde comprend bien, même si tout le monde ne comprend pas les tenants et les aboutissants, mais qu'il y a bien un équilibre de performance entre les différentes voitures, parce que je pense que tout le monde a compris que c'était le cas en GT et que maintenant c'est le cas dans la catégorie Rennes. Et c'est là où ça commence un peu à tiquer, parce qu'il faut arriver à faire comprendre aux gens ce qu'il y a, et je pense que vous serez d'accord avec moi que la plupart des gens regardent uniquement le poids, parce que Oui, c'est le plus visible et c'est ouais, le plus facile. peut-être un peu de puissance, quoi. Non, mais c'est vrai, et tu fais bien de le noter, Laurent, parce qu'on le voit beaucoup dans les réactions Et quand on voit les tableaux. Les gens sont complètement à cheval sur le poids et sur la quantité d'énergie par relais, alors que ça, en fait, elle dépend que des autres données, donc on s'en fiche presque, puisque toutes les voitures doivent pouvoir faire des relais d'une même durée. exactement, exactement. Et c'est un peu ça qui, enfin, quand tu poses des questions et quand tu écoutes et quand tu essaies de répondre aux questions, c'est un peu ça, c'est que tout le monde te parle, tout le monde te demande le poids des voitures. Par contre, je suis pas persuadé que tout le monde soit au courant l'histoire du power gain, l'histoire de la gestion d'énergie, l'histoire de la puissance max en dessous 250 km/h, toutes ces choses-là, tu vois. Et on le voit nous aussi dans les commentaires. Et Mm. comme tu le dis, le poids, le poids, le poids. Ouais, enfin, il n'y a pas que le poids. Donc ça, c'est une chose quand même qu'il faut arriver à expliquer. Et déjà, quand tu as en parallèle, tu as d'autres compétitions sportives le même week-end, je peux parler, je sais pas, des 24 heures moto, où là, il n'y a pas d'histoire de BOP, tu as des histoires de catégories, mais au moins, c'est beaucoup plus clair en termes de catégories. C'est un peu plus compliqué à faire comprendre, on va dire, à des gens qui s'y intéressent, mais sans être vraiment calés. Bon, ça, je pense que tout le monde a bien compris. L'autre chose aussi, en fait, on parle de BOP qui est faite sur les trois derniers meetings. Ah, donc, tu expliques ça aux gens, on te dit, ouais, c'est les trois derniers meetings. Par contre, est-ce que les trois derniers circuits ressemblent au circuit? Est-ce qu'il y a une correspondance par rapport au circuit en cours? Alors, pour répondre à ta question, en fait, c'est quand je parle effectivement de BOP sur les 3 dernières courses, je parle des paramètres de compensation constructeur. Donc, Ok. en fait, ce sont les paramètres qui sont Ouais. censés équilibrer les performances. Mais il faut savoir qu'à la base, les voitures sont scannées et il y a ce qu'ils appellent les paramètres d'homologation. Et dans les paramètres d'homologation, il y a ces paramètres de circuit. Donc, en Mais fait, ça, le problème, c'est que ça, en fait, si je pose la mais c'est question, c'est parce que c'est pas expliqué, ça. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois que je parle d'un comparo de BOP, comparer la BOP d'Imola avec la BOP du Qatar, ça a presque aucun sens, en fait. Ce qui Et c'est était, pour ça que nous, dans les tableaux de BOP, on met aussi la BOP de Imola 2024. exactement. Et là, elle est comparable. Et ce qui était, à mon avis, plutôt judicieux dans le passé, même si ce n'est plus le cas actuellement, c'est ce que faisait Serro avec les circuits, avec les trois types de BOP, avec les trois types de circuits, avec les circuits à faible appui, à fort appui et à appui moyen. Oui, alors ça a aussi d'autres contraintes et c'est pour ça que la CO et la FIA Exactement n'ont ça. pas voulu partir voilà, ça n'a pas voulu Mais, partir sur cette, dans cette mais voie-là. tu vois, et on l'a tenté en GT3 pendant plusieurs saisons et finalement, ça a été abandonné. Mais sur le principe de base, c'est pas con. Ah, c'est intéressant, Tu vois, sur le mais comme je principe te de dis, base, il y a tu as d'autres raison. contraintes à côté. Après, ce qu'on peut aussi voir, c'est que bah, l'année dernière, il y avait cinq voitures dans le même tour à Imola à l'arrivée en hypercar, et là, il y en a 14. Je suis Mais ça d'accord avec dépend ça. aussi des conditions de course. Voilà, et moi, là, il y a eu des safety cars et tout ça. Honnêtement, sinon, la Ferrari terminait avec un tour d'avance. Ouais. Même si, encore une fois, ils ont contrôlé, ils n'avaient pas besoin d'aller plus vite, ils étaient devant. Quand on sait voilà, quand on connaît le système de BOP, ça sert à rien d'aller claquer les chronos et les chronos et les chronos parce qu'à la fin, on vous fait pénaliser pour les courses à venir. En fait, la frustration qu'on a eue, nous, à Imola, c'est ce gap de Ferrari avec les autres. Parce que surtout, vous regardez les autres, mais en fait, c'est super serré.
C'est super serré. Et moi, je dis bravo à Dries Vanthoor parce que Dries Vanthoor, pour moi, si c'est le seul à avoir réussi à être dans la seconde des Ferrari, de la meilleure des Ferrari en qualif, c'est parce que Dries, on sait à quel point il est bon sur l'exercice du tour lancé. Honnêtement, sur l'exercice du tour lancé, il a à mes yeux encore à progresser en course, mais sur l'exercice du tour lancé, c'est un monstre. C'est un monstre. Et je suis ravi, ouais, on le voit en IMSA, Lolo, mais encore plus en WEC, parce que maintenant, en WEC, on a la règle de compensation du poids. Et elle est peut-être pas forcément 100% juste en course, parce que bah, c'est toujours une histoire de moyenne. Par contre, en qualif, le poids, il est calculé sur le pilote qui fait la qualif. Donc, ils sont tous à égalité. Et Driss, Charles Milesi, tous les gens qui ont dit, ouais, ils sont bons parce qu'ils sont légers, et ben voilà, Driss, il est en train de prouver que non, il est bon, pas que parce qu'il est léger. Donc, bravo à lui. Mais derrière, en fait, moi, c'est ça la seule frustration que j'ai, c'est que quand on prend derrière, on n'a pas eu un spectacle de fou furieux. C'était une belle course, grâce au fait de course, mais on n'a pas eu un spectacle de fou furieux derrière parce que c'est un circuit qui ne se prête pas au dépassement. Clairement pas. Par contre, c'était super serré. Encore une fois, Ferrari, Toy, Alpine, c'est dans un mouchoir de poche. Et là, si on compare la moyenne des 60% de meilleurs tours en course, ça fait quand même un sacré paquet de tours. On a BM en 1,34 152, Toyota en 1,34 163 et Alpine en 1,34 278. C'est vachement serré quand même. C'est vachement serré. Et par contre, oui, on a Ferrari qui est un petit peu au-dessus. Moi, c'est là, ma petite frustration sur ce week-end d'Imola, c'est qu'en fait, et on s'en est rendu compte dès le premier jour, en fait, quand vous parliez aux différents concurrents, il n'y en a pas un qui vous disait je vise la victoire. Il vous disait je veux être le meilleur des autres. Il y a Ferrari, moi je veux être le meilleur des autres. Et c'est pour ça que le Et résultat de BM, cette deuxième place, Andreas Ross et Vincent Voss, ils avaient une banane à l'arrivée, mais vraiment parce qu'ils ne pouvaient pas espérer mieux. donc, tu es en train de nous dire que Ferrari, c'est le Tadej Pogacar de l'endurance, là. Bah, et vu les conditions, oui. Oui, oui. Là, oui, c'était intouchable. Tu t'essayes même pas, tu te dis même pas, je vais aller les taper. L'année dernière, on parlait de. Il y a des fois les concurrents qui nous disaient on est content, on est le premier à MDH. Mais maintenant, en fait, là, ils te disent on est content, on est le premier en dehors de Ferrari. Thibaut, on passe maintenant à cette fameuse catégorie LMGT3 où Porsche est revenu aux avant-postes avec le Mante Racing et la bannière First Form de Ryan Hardwick, Ricardo Pera et Richard Lietz. Richard Lietz qui a réalisé une fin de course magnifique pour pouvoir offrir la victoire sur le fil à cette Porsche numéro 92 devant la BMW numéro 46 du team WRT, une voiture qui était forcément, tu vas me dire, très suivi ce week-end puisque Valentino Rossi était évidemment aux côtés de Kelvin van der Linde et Ahmad Al-Arti. Thibaut, un duel qui a animé la fin de course d'une catégorie LMGT3 où la bagarre a vraiment été très intense et donc Mante et Porsche qui reviennent sur le devant de la scène. Une belle fin d'épreuve, notamment pour Richard Lietz qui a fait parler le métier. Comme tu dis, on parlait tout à l'heure de Sébastien Buemi face à Antonio Foucault, on peut parler de Richard Liss face à Kevin van der Linde. Parce que je peux vous dire que la BM à Imola, elle était intouchable. Elle gagne, hein, de mémoire, l'année dernière, ils font doubler. Hein. Laurent, tu m'arrêtes si Ouais, je me trompe, ouais. avec la 31 devant la 46. Mais à cause des conditions, hein, et de la Voilà, stratégie d'accord. Lotte. D'accord. Tandis que là, honnêtement, la caisse était au-dessus. D'ailleurs, à la moyenne des 60% de meilleurs tours en course, fait par je remercie un certain Pierre Tassel d'avoir fait ce croquis que nous allons vous proposer sous peu. Une 44 260 hein, contre une 44 741 pour la Porsche numéro 92. Ça fait quand même 5 dixièmes de différence. C'est quand même beaucoup. Ce qui est rigolo, enfin, ou pas d'ailleurs, c'est vraiment une victoire à la Manthey. Quelle équipe incroyable. On peut parler de Penske, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais Manthey, l'année dernière, ils gagnent 4 courses sur 8. Ils sont champions. Là, honnêtement, ils partent quand même avec des atouts un peu moindres. Déjà, ils ont plus Malikin, ce qui était quand même le bronze du moment qui a été fort justement classé silver cette année. On les a pas vus de la course. Alors certes, ils ont su profiter des faits de course. Mais alors les trois là, Leeds, Pera et Hardwick, déjà, il faut savoir que je trouve que c'est un équipage assez homogène. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Hardwick est pas mauvais non plus en bronze. Hein, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le plus véloce forcément, mais c'est pas mauvais. Et derrière, bah, ils ont été impeccables. Et surtout, en fait, les autres ont fait des erreurs. Et comme le dit Richard Leeds, on a gagné parce qu'on a fait une course nickel. Nickel. Alors, fallait pas un tour de plus. Hein. Parce que sinon, Kelvin van der Linde, je pense qu'il bouffait Richard Liss. Mais on s'en fiche, il y avait pas. La course, ça s'arrêtait à ce moment-là, donc le reste, on s'en fiche. Mais bravo à eux, honnêtement, c'est très très beau. Et je pense que c'est un peu le petit bémol dont nous parlaient Vincent Voss et Andreas Ross après l'arrivée. C'est bah, ils auraient dû gagner aussi en MGT3, hein, les doigts dans le nez. Et Valentino Rossi. Et Héros Putain, samedi, Héros samedi en qualif, et c'est ça. presque l'élément, le facteur Voilà, X dans le mauvais sens avec cet exactement. accrochage.
Exactement. J'étais content de voir faire la pole samedi parce qu'il y a ce règlement cette année qui a changé où ce sont les silver qui font l'hyperpole et ça leur donne une autre importance. C'était important pour lui, il nous l'a expliqué d'ailleurs dans un article qu'on vous a proposé. Et donc c'était vraiment chouette, mais il a été trop blessé. Trop gourmand. Ouais, non, mais en fait, évidemment qu'il l'a pas fait exprès, hein, mais en fait, la voiture, elle était tellement au-dessus. Elle était tellement au-dessus, il allait le faire, il allait le passer, il n'y a aucun problème. La victoire leur tendait les bras. C'est peut-être la première fois qu'il se retrouve vraiment dans cette position à ce stade-là de la course en WEC. Il est à domicile, on a vu qu'il y avait Ben Yahya, Bezzecchi et Morbidelli qui étaient là. L'envie de trop bien faire, en fait, devant son public. Dire que dans le paddock, oui, il y avait Ferrari, mais il y avait surtout Rossi. Peut-être, voilà, c'était un petit peu emporté par la fougue et l'envie de trop bien faire. Il s'est excusé, hein, c'est un grand champion, il n'y a rien à dire, il s'est excusé. Il a dit, je m'excuse. Moi, je suis peiné pour la Ferrari numéro 21 parce que ça fait 2 courses où ils sont exemplaires. Et c'est dans la lignée de leur fin de saison 2024 où ils font vraiment le boulot. Là, les trois, Rovera, Mann et Rio, vraiment, c'est devenu un super équipage. Autant humainement que professionnellement parlant, ils bossent super bien ensemble. Ils font tous leur job. François Rio en tant que bronze, Simon Mann en tant que silver, et Alessio Rovera qui aujourd'hui est peut-être un des meilleurs pilotes GT3 de la planète. Et je suis vraiment peiné pour eux parce qu'eux, ils n'ont rien demandé, les pauvres, et ils méritaient au moins un podium, tout comme au Qatar où c'est encore les victimes collatérales de la fougue d'un autre concurrent. Et ça commence à faire beaucoup. Donc j'espère que la roue va tourner pour eux. Thibaut, le point très positif à souligner de cette deuxième manche de la saison 2025 en LMGT3, c'est évidemment le podium pour Acodis ASP avec la Lexus numéro 78 d'Arnold Robben, Finn Gersitz et Esteban Masson, suivi en 4e position par la numéro 87 de Petru Razvanumbrarescu, Clement Schmidt et José Maria Lopez. Enfin, la Lexus a su concrétiser au niveau des résultats. Et je pense, Thibaut, que comme toi, Laurent, vous allez me dire que on doit être très soulagé dans le clan de l'équipe de Jérôme C'est Polisson. super, moi je suis vraiment content. C'était la seule voiture qui n'avait pas fait de podium l'année dernière pour diverses raisons et certainement pas la qualité de l'équipe. Et là, ils font 4e au Qatar, ils font 3e et 4e à Imola. Alors on peut parler de BOP, hein, c'est comme en hypercar. La BOP est basée au niveau de la compensation constructeur au niveau des 3 dernières courses. Bah oui, ils étaient pas très rapides en fin de saison 2024, donc ils en profitent en ce début de saison. Mais surtout l'exploitation, les pilotes, c'est pareil, ils ont quand même des équipages. Sans vouloir faire offense à certains qui cette année tiennent la route sur les 2 voitures, ils ont fait le boulot. Petite frustration, ils ont fait une stratégie au niveau du pilote bronze qui n'a pas payé, mais comme le dit si bien Jérôme Polican dans un article qu'on va vous proposer, c'est les mecs qui optent pour la bonne stratégie, c'est ceux qui décident de la stratégie le lundi. Bah, des fois, il faut prendre des risques, ils l'ont fait et au final, les pilotes bronze ont passé plus de temps que prévu au volant parce qu'il a fallu les remettre pour des relais entiers alors que c'était pas forcément nécessaire. Maintenant, honnêtement, ils auraient peut-être pu gagner, ils auraient peut-être pu terminer devant la Porsche. À la régulière, la BM volait, ils pouvaient rien faire. Mais je suis super content pour l'équipe parce que je pense que ça va mettre du baume au cœur à tout le monde pour la suite. Il y a pas mal de choses sur lesquelles ils ont pu travailler, sur les pneus, il y a plein de trucs. BOP ou pas, on reverra Acodis ASP cette année. Et encore une fois, c'est une équipe que vous deux, vous connaissez mieux que moi. Et je pense que ce serait bien effectivement que Laurent en parle parce que je pense que c'est vraiment chouette de les voir là. Je veux juste faire un petit rappel par rapport à Porsche. Pierre, le week-end d'avant, on était au Paul Ricard pour l'ouverture du GT World Challenge Europe. Et si tu te souviens, on avait parlé d'ailleurs dans le dernier podcast de Richard Lietz en début de course sur la Porsche Pure Racing qui était pas dans le rythme et tout. Et bon, Richard Lietz, évidemment, il a aussi le poids des ans. Et là, franchement, une semaine après, le mec a fait un sans faute, comme le disait Thibaut, et l'équipe a fait un sans faute. C'est un peu l'équipe invisible en fait cette année là. C'est-à-dire que tu les vois pas et ils font tellement bien le boulot et que les autres arrivent de temps en temps à se prendre les pieds dans le tapis que c'est une copie parfaite. Et franchement, là, qui fait en fin de course, par rapport à une BM qui était clairement au-dessus du lot en termes de BOP, on va pas se voiler la face, hein, il suffit de regarder la course. Par chance, c'est un circuit où les dépassements sont quand même pas très très faciles. Et Richard Lietz, c'est quand même pas un perdreau de 6 semaines. C'était une belle course pour Porsche. Et pour Acodis ASP, ouais, que dire. Je pense que aussi bien Jérôme que l'équipe ils sont passés tous les deux. Ils ont quand même connu des moments pas faciles parce que tu arrives du GT World Challenge Europe, tu arrives en WEC et tu te fais doser tous les week-ends. Alors oui. Alors quand j'étais au Challenge, tu gagnes, t'es clairement des ténors. Hein. Oui, mais toi, tu le sais parce que tu connais un peu. Mais Oui. combien de gens nous ont dit ah mais regardez le GT World Challenge, ils gagnaient parce qu'il y a personne ou parce qu'il n'y a pas de niveau, ils arrivent en WEC, ils se font défoncer. Ouais, sauf que t'oublies, c'est peut-être un peu un raccourci, t'oublies de dire que Acodis ASP, je suis désolé, mais ça fait partie des meilleures équipes du GT mondial. Bien sûr. On parle pas que du GT européen ou FFSA GT ou GT4 Europe. On parle du GT mondial. Claire, c'est comme WRT, c'est la même chose. Ça fait partie. Attendez, ils ont une grand-mère. En plus, la voiture, c'est une grand-mère. Donc, la caisse, Plus rien vieille caisse.
ils n'ont pas fait d'essai avant 2020. Ils ont reçu la caisse très tard. Ils n'ont pas fait d'essai. Il a fallu adapter la voiture avec ses histoires de couplemètre et tout. Les pneus, les pneus. Il a fallu faire des changements parce que là, on ne parle pas d'une voiture qu'on pourrait faire rouler comme les autres. Enfin, j'enlève l'histoire des couplemètres, mais passer du quand j'étais World Challenge le week-end d'après, là, il y a quand même eu une fiche d'homologation qui a été refaite sur la Lexus. C'est une vieille voiture. Tu arrives dans un championnat du monde. Ok, c'était la première année du LMGT3 pour tout le monde. Certes, franchement, il y avait beaucoup d'inconnus et ils ont ramassé. Le Mans a été un petit peu un rayon de soleil pour Codis ASP. Parce que le circuit, parce que le travail de l'équipe. Et ça a ramassé un peu en fin de saison. Et pour discuter quasiment après tous les meetings avec Jérôme, on espérait forcément un mieux. Et le mieux, il est venu dès le Qatar. Et il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits. Je pense que chez Acodis ASP, au niveau engineering, on a suffisamment d'ingénieurs compétents sur le programme. Tu prends un Nicolas Duval, par exemple, qui est aussi en GT3 avec du coup chez Mercedes. Et on a beaucoup travaillé. On est allé faire des tests l'hiver dernier au Qatar. C'est une voiture qui aime pas trop les changements de météo, qui aime pas trop la chaleur. Et le Qatar, ça s'est bien passé. Et après 2 meetings, tu te rends compte que déjà, ils ont fait plus d'hyperpole en 2 meetings que sur toute la saison 2024. Non, c'est Et moi, je suis alors, outre le côté cocorico, le côté franco-français, enfin, moi, perso, je suis ravi pour Acodis ASP et je suis ravi pour les pilotes. Ils ont quand même de bons équipages. Esteban Masson, une fois de plus, a été flamboyant. Qui est remplacé, il faut le rappeler, qui est remplacé Ben Barnicot blessé. Et qui a été vraiment très très bon, mais ça, de toute façon, on connaît la pointe de vitesse d'Esteban Masson. Le fameux Finn Gersitz aussi, autant il a un nom qui est compliqué à écrire, autant sur la piste, pour en avoir parlé l'hiver dernier avec Jérôme et tout, en lui disant mais t'es sûr de ton choix? Il dit ouais, je suis sûr de mon choix. Et finalement, le choix, évidemment, une fois de plus, s'est avéré bon. Clément Schmitt a été un bon choix l'année dernière et c'est toujours un bon choix. Ah ouais, il est vraiment très très bon. Et ça, et le Finn Gersitz et le Clément Schmitt, ça fait partie des pilotes qui sont sous-cotés. Hein. C'est clair. Hein. Tant personne n'est. Enfin, j'ai presque envie de dire. Alors, parce que Jérôme prend la liste des pilotes FIA, la liste qui comprend les pilotes, et qu'il étudie la liste et qu'il regarde les pilotes qui sont silver et qui pourraient rendre une copie parfaite. Et c'était le cas l'an dernier pour Clément Schmitt. Et c'est toujours le cas parce que Clément Schmitt est toujours silver. Après, on peut se poser la question mais là, Jérôme y est pour rien, hein, sur le côté bronze de Petru Razvan Umbrarescu, qui est plus un bronze plus. L'histoire, elle existe depuis que la classification des pilotes existe. Hein. Exactement. Et puis Arnold Robin fait du good job. Et déjà l'année dernière, ça se déjà l'an dernier. Franchement, Arnold Robin, c'est très solide. Franchement, bravo pour Acodis ASP. Ça prouve que la grand-mère a quand même son mot à dire. Alors oui, il y a ces histoires de BOP, certes, mais ça n'empêche qu'il faut faire le taf et que sur un circuit comme Imola, c'était pas forcément simple. Et au Mans, ce sera très intéressant parce que tu fais bien de souligner, c'était un peu le rayon de soleil de l'édition de la saison 2024 pour eux, où ils étaient présents durant une saison qui a été dure. Ce sera intéressant. Puis en plus, voilà, si j'enfonce une porte ouverte, mais il y a aussi toute une question dynamique. Là, ils se retrouvent avec 2 perfs de suite qui sont bien, 4e au Qatar, 3e et 4e à Imola. C'est un cercle vertueux, hein, on va pas se mentir. Donc tout ça va faire du bien et ce sera très intéressant. Ce sera très intéressant au Mans. Je pense qu'il y a zéro souci et je pense que ça va le faire et il n'y a pas de problème. Donc non, franchement bien. Et si on a parlé de BM un petit peu, vous en avez parlé. La BM était clairement au-dessus du lot, que les 2 BM de WRT causent l'abandon de 2 voitures, aussi bien la Ferrari 21 que la Aston Martin 27 de The Art of Racing. Tu fais bien effectivement de le noter. À mon avis, parce que la petite poussette de la BM 31 avec Yasser Chahine, c'est un peu comme l'histoire, même si ça s'est mieux terminé, même si la voiture a quand même endommagé, mais mieux terminé quand Le Mans Cup à Barcelone avec la poussette de notre ami Lisée O'Dono par rapport à la Porsche d'Iron-Dam avec Marta Garcia. Les 2 incidents se ressemblent. Ça se ressemble. Il y en a un quand même qui a été plus spectaculaire pour Marta Garcia quand même, parce qu'il y a eu un début d'incendie et franchement, c'était quand même l'impact était quand même plus violent en termes de jet. Maintenant, je trouve que pénaliser par un stop and go, c'est, à mon avis, mais ça, c'est un avis personnel, je pense que c'est pas assez fort. Je pense qu'il faut taper du poing sur la table un peu plus fort que ça. Oui, je suis d'accord. Franchement, c'est un peu abusé. Là, c'est clairement une poussette. Attention, je dis pas que Yasser Chahine l'a fait exprès, hein. Mais quand tu as une poussette comme ça, tu peux pas prendre un simple drive-through, c'est pas possible. L'échelle n'est pas bonne. L'échelle n'est pas bonne. Je suis bien d'accord. Et après, notre ami Vallée, impulsif, bagarreur, combatif, et il fait une boulette. Il fait une boulette de pilote silver qui a 3 ou 4 ans d'expérience en voiture. Évidemment, il est sous les feux de la rampe, il est chez lui, il est parti de la pole. On va dire qu'il a fait la pole parce qu'il était chez lui. Après, tu peux faire tous les complots possibles et inimaginables. Là, il fait une boulette de pilote. Ce qui est arrivé à Valentino Rossi, il y a combien de pilotes à qui c'est arrivé? Et qui eux, n'étaient pas silver.
et qui n'était pas silver. Mais bon après, s'il m'avait appelé avant, je lui aurais dit putain, ça passe pas là. Quand tu es dans la caisse, que tu es dans le feu de l'action, que tu veux bien faire, tu es chez toi, tu vois, mais bon. Moi, depuis mon canapé, je l'aurais pas tenté, moi. Mais blague à part, il faut. Mais ça, quand on discute avec lui, avec Valentino Rossi, il te le dit à chaque fois. Oui, il a encore à progresser. Il a encore à progresser sur un tour. Il a encore à progresser sur la durée, sur la constance. C'est une erreur. Mais par contre, la BM était clairement au-dessus du lot. Et quand tu vois Kelvin comment il est remonté en fin de course, comme tu disais tout à l'heure, Thibaut, tu avais la Ferrari en hypercar et la BM C'est complètement ça. en GT. C'est complètement ça, c'est ça qui est un petit peu frustrant, effectivement, pour WRT1 GT, c'est qu'en plus, les erreurs qui ont été commises, c'est pareil. Je parlais tout à l'heure dans Johnny Foucault en qualif. Quand on a une telle marge, il faut savoir faire preuve de patience. L'avantage, on prendra. Donc, il faut juste savoir faire preuve de patience. Par contre, les amis, pour terminer avec WRT, victoire 24 heures de Dubaï, victoire aux 6 heures d'Abu Dhabi, victoire aux 12 heures de Bathurst, victoire en GT World Challenge Europe au Paul Ricard. Je crois qu'ils font podium sur toutes les de courses toutes quasiment. Les courses auxquelles ils se préparent depuis le début de l'année. Il n'y a pas une course sur laquelle ils font pas podium, toutes catégories confondues. Enfin, toutes catégories confondues. Enfin, championnat confondu. Ouais, voilà. C'est quand même fort et je pense que du côté de l'équipe de Vincent Voss et de Yves Wirtz, on s'est certainement un peu remis en question cet hiver. L'an dernier, c'était un peu compliqué avec la BM quand même. Avec la M4, je pense qu'en GT World Challenge notamment, ils ont souffert un peu de la comparaison avec Rové. Pierre, tu te souviens l'année dernière avec Rové, c'était un peu... Rové était quand même souvent devant WRT et cette année, tu vois, même en GT World Challenge Europe, ça a été un sans faute au Paul Ricard. Il y a moins de voitures aussi. Parce que tu as une seule voiture en pro cette année en endurance. Et je pense que Vincent aussi, c'est un peu comme Jérôme, a travaillé, on en discute souvent avec lui, travailler la composition des équipages, trouver les meilleurs combos. Alors sur la 46, il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'Ahmad Alarti, ça reste solide. Alors tout le monde lui est tombé dessus sur la Cagade au Mans l'année dernière. Mais bon, lui aussi, il est pilote, il est bronze, donc c'est suffisamment solide. Valentino Rossi, on a vu, et Kelvin... on connaît aussi sa pointe de vitesse et même la deuxième voiture, ça reste compétitif. Et juste pour clôturer le GT3, c'est la première fois qu'on expérimente le nouveau système de Success Handicap. Et les 3 voitures qui ont été touchées, donc qui étaient sur le podium, au Qatar, ont été globalement invisibles. Je peux vous dire que Daniel Juncadella nous disait à l'arrivée qu'il était sacrément content de sa 7e place, je crois. Vous imaginez, tant la Corvette a été transparente toute la semaine, avec pourtant un Ben Keating au volant qui est censé être un des meilleurs bronzes. Je crois il faisait toujours 17e ou 18e, quoi. Donc ils s'en sortent bien. Il n'y a certainement pas que du succès handicap, mais Corvette est transparent toute la semaine. McLaren, c'est pas mieux, hein. Quand tu regardes McLaren. Ouais, McLaren, c'est pas beaucoup mieux. C'est un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Mais Corvette, de mémoire, ça reflète un peu l'année dernière. Je crois que l'an dernier, ça devait être P7, P8. Et là, tu es P6, P7. Et c'est compliqué. McLaren, ça a été compliqué. Alors, Ford, ça a été compliqué aussi. Ferrari, bon, évidemment, c'est dommage pour la 21, la voiture de François Hériot. Parce que là, je pense qu'il y avait vraiment un bon coup à jouer parce que l'équipage est quand même très solide. Et du coup, même la 54, qui est partie loin et qui est remontée bon an, mal an avec les erreurs des autres. Parce qu'on n'a pas signalé, mais en hypercar, il n'y a eu aucun abandon. Et en GT3, il y a les deux abandons. Ouais, je crois que tu fais bien de dire, je crois que c'est j'avais entendu, mais ça a confirmé, je crois que c'est la première fois qu'il y a 18 hypercars à l'arrivée d'une course. Faut regarder dans les stats, c'est possible. Mais là, tu vois, tu as 2 abandons à LMGT3 et c'est 2 abandons sur des sorties en plus. Et par contre, moi, il y a une équipe qui me déprime. C'est pas une marque. Il y a une équipe qui me déprime. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on parlait tout à l'heure des découplemètres et tout ça qui sont des paramètres à prendre en compte pour un constructeur. C'est vrai que ça change quand même pas mal la façon de courir. Et tu l'as très justement dit, tout ce qui est gestion énergétique, en fait, c'est quelque chose qu'il n'y a pas en GT World Challenge. Donc, il faut s'y habituer et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais oui, là, c'est quand même curieux parce qu'ils sont nulle part, là, même à la moyenne des 60. Alors, attention, c'est pareil qu'Aston Martin. La voiture n'était pas là l'année dernière. Donc, ils prennent la BOP des meilleurs de chaque course de l'année dernière. Donc, il ne fallait pas s'attendre à un début de saison flamboyant. Mais quand vous avez des pilotes aussi bons au volant, on attend un petit peu plus. Mais j'attends surtout de voir, encore une fois, écoutez, on verra quand la BOP de la Mercedes sera basée uniquement sur les performances de la Mercedes et non sur le meilleur des autres courses, puisque encore une fois, comme l'Aston Martin, ils sont obligés de se baser sur notamment pour ce qui concerne Fuji et Bahreïn 2024, sur le meilleur de la catégorie. En fait, c'est un peu à l'image d'Acodis ASP en début de saison l'année dernière. C'est compliqué, c'est inexistant, puis quand tu as des pilotes de la trempe de Maxime Martin ou de Matteo Chiaroli, ça doit pédaler, quoi.
Ouais. Même si l'année dernière, on n'avait pas, ils étaient quand même très très prudents sur les nouveaux venus. Par contre, il n'y avait pas ce système de 3 courses. Ouais. Après, de toute façon, l'année dernière, je dis ça, de toute façon, c'était la première année du GT3, donc ils risquaient pas de prendre les résultats de l'année d'avant. Non, mais c'est quand même compliqué pour Iron Lynx. Côté du pilote Silver sur la 61, là, au Denius, je trouve que ça manque de perf. Maintenant, bon, il faut laisser un peu de temps. Par contre, moi, je tiens quand même à souligner quelque chose après 2 courses. C'est qu'autant l'année dernière, la catégorie LMGT3, on va pas se mentir, c'était quand même pas la fête, hein, c'était quand même pas flamboyant à suivre. Autant cette année, on a eu le droit à 2 courses, franchement, magnifique. Ouais, c'est aussi pour ça, c'est que l'année dernière, je suis désolé, on n'avait pas grand-chose à dire sur le GT3. Et que cette année, il y a à dire. Et c'est bien, après, honnêtement, même au niveau de la production télévisuelle, ils s'y attardent. Et voilà, c'est bien. On a un spectacle de dingue en hypercar. On a un plateau de fou en hypercar qui a tendance à tout cannibaliser, c'est normal. Mais on a pour l'instant les plus belles bagarres depuis le début de la saison. Et les 2 plus belles fins de course, bah, c'est le GT3. Et parce qu'il y a combien d'écart au Qatar en GT3? Il n'y a pas beaucoup plus qu'à Imola où il y a moins d'une seconde. Hein. Alors certes, on peut dire qu'il y a des de sécurité et tout ça, hein, mais le duel entre Juncadella et Grégoire Saucy, c'est pareil. Hein, à la fin, je crois qu'il n'y a même pas une seconde entre les deux. Donc on a eu 2 fins de course en GT3. Ouais, Tu fais bien. je crois on est 3 et 4 dixièmes, non? Ouais, c'est un truc comme ça. On a fait mieux que le Qatar. Le Qatar, ça devait être 4 ou 5 dixièmes. Et là, c'est 3. Ouais, parce que là, c'est le plus faible écart jamais enregistré en GT3. Ouais. Ouais, enfin, c'est que la 2e saison, donc on va pas s'enflammer non plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que c'était 5 dixièmes, 5 dixièmes. Tu vois, et là 4. Voilà. Et Tu parles de progression, c'est aussi révélateur de cette progression. Et voilà, encore une fois, c'est chouette et je suis content pour ces teams qui font l'effort d'aller en WEC et qui sont récompensés par un peu plus de visibilité. Pas un secret que j'ai peut-être moi perso la fibre un peu plus GT. Et c'est pas simple quand tu as un plateau d'hypercar aussi complet. Tu peux aussi comprendre, c'est sûr, la production TV qui s'attarde sur l'hypercar parce que c'est là où tu as tous les constructeurs, c'est là où il y a la catégorie RN, où il y en a beaucoup, où il faut les montrer. Et c'était un peu dommage, je trouve, l'an dernier, de mettre un peu le GT3 un petit peu, on va dire, au second plan. Alors que cette année, en plus, l'avantage, c'est que les courses sont belles. Donc, comme tu le disais, on les voit forcément plus. Et franchement, même au niveau des réseaux sociaux, par rapport à ce qui est repris par le WEC et tout, par rapport au GT, on ne parle pas que d'hypercar, on parle aussi de LMGT3. Et quand tu as un truc qui est pas bien, il faut le dire. Mais quand tu as un truc qui est bien, il faut le dire aussi. Et là, franchement, bravo. Ah, c'est top. Thibaut, Laurent, nous avons fait le tour et le débriefing de ces 6 heures d'Imola, la 2e manche du championnat du monde d'endurance 2025. Le thème de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Thibaut, le prochain rendez-vous sera les 6 heures de Spa en mai. Une manche toujours particulière puisque c'est évidemment la dernière avant les 24 heures du Mans. Les 8 heures de Spa, non, c'est pas ça? Ah non, on revient à 6h cette année? Très moyen. Ça, c'est petit, ça. On espère revenir à 6h. Ah non, mais vous savez très bien, et je l'ai expliqué sur Endurance Info, j'ai été ravi qu'il fasse ça l'année dernière, donc c'était très très bien. Alors, c'est toujours une manche très attendue. Je peux vous dire qu'année dernière, il y avait une file d'attente de dingue. Il y avait beaucoup de monde, c'était super. Si la météo est clémente en plus en Belgique à cette période, ce sera évidemment une nouvelle fois un rendez-vous très apprécié des spectateurs et des pilotes sur l'un des circuits préférés de l'ensemble du peloton. Thibaut et Laurent, merci pour ce débriefing et on vous encourage à vous abonner à Endurance Info, tout comme à vous abonner à notre podcast sur les différentes plateformes et vous pouvez évidemment revenir sur nos anciens épisodes si vous avez manqué une course. On vous remercie en tout cas de votre fidélité et on se donne rapidement rendez-vous dans un prochain numéro de Track Limit. Merci à tous et désolé d'avoir été si long. À bientôt.